Merci d'être si nombreux à venir écouter Houria Aichi et Nordine Saadi qui nous présentent un livre paru aux éditions Shihab à Alger. C'est Houria Aichi, Dame de l'Orès. Donc tout à l'heure je reviendrai pour poser des questions, mais avant ça je passe la parole à ma consoeur Souhaib Babaïssa qui va un peu dire quelle impression lui a laissé le livre qu'elle a lu avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. J'étais en train de dire à Nordine Saadi que j'ai eu un plaisir fou à lire ce livre. Vraiment, d'abord on ne présente plus Nordine Saadi à l'ACB et je pense qu'on n'a pas besoin de me présenter aussi Houria Aichi. Et pour moi c'est un véritable bonheur d'être à vos côtés tous les deux. Parce que si j'ai souvent croisé Nordine Saadi à l'ACB ou au sein de différents colloques, je ne l'ai pas connu d'aussi près que ces dernières semaines, à travers le colloque que nous avons eu ensemble pour honorer la mémoire de Tahar Djaoud, et aussi à celui sur la laïcité. Houria Aichi, je l'ai entendu à 3 reprises dans ma vie. Au Théâtre du Châtelet, à la Comédie Française dans le cadre de l'année de l'Algérie en France en 2004, et il me semble que c'est en 2011 où elle s'est produite dans un petit théâtre d'une banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois, et où à travers ses mélopées et sa voix, elle nous a vraiment transportés sur l'autre rive. Alors qu'il s'agisse dans ce livre de l'écrivain ou de la diva, nous sommes enivrés par la poésie. Et c'est la communion de l'écriture et de la chanson, de l'écrit et de l'oralité. Que vous soyez un novice ou une novice, ou un érudit de la musique chaoui, Nordine nous invite à un voyage poétique avec Houria. Ses entretiens avec elle vous raviront. Il sait lui ouvrir les portes pour se raconter. Elle le fait avec humilité, plaisir et ravissement. Et si certains psychiatres comme Boris Cyrulnik disent que le corps a une mémoire, Houria tisse les liens de sa mémoire, de l'enfance, les chants de son enfance, et où elle aime dire avec plaisir et avec un sourire qu'elle chantait déjà dans le ventre de sa mère. Nordine tisse les liens de sa mémoire au fur et à mesure de ce livre. Comment, par le hasard d'une rencontre, elle va devenir la chanteuse que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'elle va se présenter très simplement à un festival de musique. Mais elle est surtout cette chanteuse des Aurès, cette grande dame des Aurès, comme il le dit, qui va faire sortir le chant traditionnel chaoui et le faire connaître au monde entier. Moi, je dirais, si elle a une formation de sociologue, je dirais qu'elle est une anthropologue du chant chaoui. Parce qu'elle va s'engager dans une collecte de textes millénaires à travers les légendes et les poèmes de cette région. Et c'est avec passion qu'elle va offrir ses lettres de noblesse au chant chaoui millénaire. Et par sa voix, elle va le dévoiler au monde entier. Et ce livre, qui est écrit avec toute la poésie qu'a Nordine, est un pur plaisir. Vraiment, on ne se lasse pas, même de revenir en arrière, de repartir et de comprendre la vie de cette femme, de cette chanteuse. Et elle le dit, que si elle n'avait pas quitté l'Algérie, elle n'aurait jamais pu devenir chanteuse, parce que nous savons très bien combien il est difficile d'exercer des métiers artistiques quand on est une femme dans nos pays au Maghreb ou dans le Moyen-Orient. Et vraiment, c'est à chaque page qu'on a un plaisir, lui à le lire et elle à l'écouter. Parce que vraiment, on est dedans. On se promène avec eux. Et en plus, les photos sont merveilleuses. Elle a eu la chance, et vous avez eu la chance d'avoir des photographes et de nous offrir des photographies qui mettent en avant la beauté de Houria, mais aussi de tous les musiciens et de toutes les personnes qu'elle rencontre. Hein,
au cours de sa vie d'artiste. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Nourdine nous fait découvrir le chant chaoui et qu'il va nous donner aussi un petit cours sur Issa Jarmouni et sur son cousin justement Al-Hajj Mohamed Benzine qui était son cousin, et comment on découvre que lorsque Issa Jarmouni décède, eh ben, il va casser sa flûte et qu'il va refuser de continuer à en jouer. Et il y a une chose que j'ai découvert aussi dans ce livre, c'est le flûtiste de Huria Aishi, c'est Saïd Nissia, qui va créer une flûte pour que l'instrument, pour que son instrument et la voix de Huria soient en harmonie. Alors moi je vous remercie beaucoup tous les deux de nous offrir ce voyage initiatique à travers les Aurès, parce que quand on le lit et quand on écoute Huria, je vous jure que l'on voit les montagnes des Aurès se soulever et le vent qui vous emmène avec. Ça, c'est vrai. Une réaction, Huria, je crois que Souad a fait une lecture assez pointue de ce dialogue entre Nounou et moi autour d'une trajectoire d'une femme algérienne qui, par pas le hasard, mais par les circonstances et les conjonctures, est devenue chanteuse professionnelle. J'aime beaucoup ce mot de chanteuse professionnelle parce qu'il me sort du chant traditionnel chanté dans les cours en Algérie et dans mon enfance. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter et je suis aujourd'hui devenue une chanteuse professionnelle et j'aime beaucoup ce terme de la profession du chant parce que c'est un signe de liberté. Nourdine, une réaction à la lecture de Souad. Ben merci Souad, et j'espère que vous en direz des choses tout le temps comme ça. Alors, donc je vais reprendre certaines choses qu'a dit Souad. C'est un livre qui est basé essentiellement sur des entretiens entre Nourdine Saadi et Huria Aishi. Des extraits où c'est lui qui parle et d'autres où c'est elle, mais je crois avoir compris qu'il a aussi interviewé d'autres personnes que Huria, puisqu'il y a la présence de notre ami Hamdi Shrif qui est là à un moment donné et puis d'une musicologue aussi, je crois. Voilà, c'est un livre aussi qui retrace un peu la carrière et une partie de la vie de Huria Aishi, avec de très belles photos en effet. Donc c'est l'histoire en gros d'une fille des Aurès, de Batna, qui est née à Batna, une Chaouia qui n'est pas berbère ou qui est à moitié berbère, qui n'est pas berbérophone en tout cas. Donc l'enfance a été bercée par les chants de sa grand-mère et par le chant, j'allais dire avec un C majuscule. Elle fréquente l'école à Batna, sa ville natale, donc, puis le lycée à Constantine, internat, puis l'université à Alger, puis à Grenoble, études universitaires, retour à Alger, puis de nouveau départ pour la France au début des années 70. Pendant tout ce temps-là, j'allais presque dire pendant tout ce parcours spatial, au sens spatial du terme, elle est toujours accompagnée en arrière-plan, j'allais dire en arrière-champ, par cette envie de chanter, puisqu'elle chantait dans les soirées pour les amis, etc. Et puis des rencontres à Paris dans les années 80 vont faire qu'elle va sauter le pas et elle va se mettre à se souvenir de tous ces chants anciens qu'elle a entendus et qu'elle va essayer de rendre. Alors, la première question que je pose d'abord à Huria, puis à Nourdine Saadi, c'est, j'allais dire, comment vous êtes choisi.
Et pourquoi, c'est moi qui dois commencer. et pourquoi vous vous êtes choisi? Parce que je suis le meilleur. Nourdine vient de me souffler qu'il faut que je dise parce que c'est un beau gosse. Non, j'ai choisi Nourdine et je pense que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. D'abord parce que c'est une vieille amitié qui s'est construite autour des années de l'indépendance et de la liberté que nous avons vécues, certains d'entre nous, en Algérie et à Alger particulièrement, où nous étions étudiants. Et la vie nous a séparés parce que moi je suis partie en France et que Nourdine est resté en Algérie. Et notre amitié n'a jamais été interrompue malgré les conjonctures de la vie de chacun. Mais nous nous sommes retrouvés à la suite du drame et de la tragédie que notre pays a vécu et qui a fait que Nourdine a quitté l'Algérie comme beaucoup d'autres d'entre vous et bien d'autres qui ne sont pas là ce soir. Et voilà, nous nous sommes retrouvés à un moment très très difficile pour nous, pour vous, et notre amitié s'est de nouveau installée et voilà, et comme si nous ne nous étions jamais quittés, parce que c'est une amitié solide, fraternelle, vraie, authentique. Et au moment où je me suis, en fait, ce livre, il a une histoire, parce qu'il y a une quinzaine d'années, au Salon du Livre de Paris, un éditeur de la maison Chihab, qui est Azedine Gerfi, m'a soufflé dans l'oreille, il y a vraiment une quinzaine d'années, m'a soufflé dans l'oreille que ce serait bien que je fasse un livre. À ce moment-là, il pensait à une anthologie de la musique populaire chantée de l'Aurès, et ça m'est resté dans l'oreille jusqu'il y a 3 ans, où je me suis dite que c'était le moment de témoigner d'une trajectoire de vie de femme, et je me suis dite que la seule personne à qui je pouvais confier ma vie, mon histoire, pas ma vie, mon histoire fantasmée, rêvée, parce que je ne lui ai pas tout dit, évidemment. Je ne vais pas poser de questions. Non, pas du tout, pas du tout. Si, tu as essayé, mais je n'y ai pas répondu. En fait, ce qui était intéressant, c'est de lui raconter ma vie fantasmée. Et en fait, le public, c'est ça qui l'intéresse, parce que la vie réelle n'a vraiment aucun intérêt pour le public. Ce qui est intéressant, et ce dont on peut tirer des leçons pour les autres, c'est la vie fantasmée, c'est l'imaginaire. Et c'est pour ça, c'est pour raconter mon imaginaire que j'ai choisi mon ami et mon frère, et plein d'autres choses, qu'est Nourdine Saadi. Bravo pour les bravo, La même question pour toi. Enfin, pourquoi on s'est choisi, enfin, je sais pas, il n'y a rien d'expliquer un peu pourquoi. Vous pardonnez par avance tout à l'heure les quelques traits d'humour, c'est simplement parce que les timides, c'est un peu comme ça. Hein, oui, Quelle coquetterie. Quelle coquetterie. Non, en fait, à l'origine d'un livre, il y a toujours ce qu'on peut appeler quelque chose de l'ordre du hasard et en même temps quelque chose qui découle de la nécessité. Le hasard était qu'à ce moment de son expérience de chant, etc., Hawlia a ressenti la nécessité de faire le point dans un livre et que, bon, elle a eu la gentillesse de considérer que je pouvais être celui susceptible de conduire ce projet commun. La nécessité, c'est au-delà, c'est une fois qu'on accepte comme ça, et puis on a mis un temps à accepter que le projet se fasse, c'est de se dire, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un livre
sur une chanteuse dont j'ai dit dans le bouquin qu'il s'agit plus d'une cantatrice que d'une chanteuse, compte tenu du fait que le terme de chanteuse, c'est-à-dire d'interprète, est devenu un peu quelque part dans le commun. Qu'est-ce qui est intéressant dans le chant, dans une chanteuse, et qui puisse faire l'objet d'un livre. Voilà. Et donc, moi, mon propos n'était absolument pas, et pour ça on a été d'accord ensemble dès le début, de faire un biopic, comme on dit, c'est-à-dire de raconter la vie de Houria Aishi. Ça peut présenter des tas d'intérêts, évidemment, mais c'était ni le sien ni le mien. Ni le sien, pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous qui la connaissent, c'est quelqu'un qui est de nature même, profondément très très discret, qui ne mêle jamais sa vie publique à sa vie privée, et donc il n'était pas d'un grand intérêt de raconter qu'elle a eu 8 amants, 5 enfants, etc. C'est-à-dire que l'anecdote de ce qu'une vie n'avait aucun intérêt. Donc ce n'est pas un livre sur la vie de Houria Aishi, c'est un livre sur une artiste, une actrice, et donc j'ai essayé, avec elle évidemment, de conduire l'entretien, et puis de faire à côté quelques études, quelques recherches, etc., pour essayer de rendre compte de ce qu'a été une démarche. Une démarche qui est assez particulière, je ne vais pas être très long, qui est assez particulière, est intéressante dans la mesure où c'est le chant chaoui que nous avons, pour ceux qui ont habité dans ces régions, dans tout l'Est algérien et même au-delà, qui a habité un peu nos oreilles, etc., et qui était tout à fait ce qu'on peut appeler ce qu'il y a de plus traditionnel, comment elle a pu ériger ce chant dans quelque chose qui est devenu l'universel, c'est-à-dire qui va être donné à New York, qui va être donné à Tokyo, qui va, comme vous le saurez, ou pour ceux qui ont lu le livre déjà, qui va être quand même pris par de très grands réalisateurs occidentaux, par un musicien comme Sakamoto au Japon, etc., qui va éblouir, c'est lui qui le disait un peu, Yehudi Menuhin, etc., etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cette démarche? Évidemment, cette démarche, c'est celle de la personne, évidemment. Et donc, j'ai essayé de partir, comment on construit un personnage de roman, de son réel, du réel vécu, à la création, à la limite d'une fiction, qui est la fiction de cet artiste, etc. Comment elle se crée, comment elle avance, quels sont les obstacles qu'elle va subir, et essayer de rendre compte de ce qu'est son imaginaire. Et si description il y a, ce n'est pas la description de Madame Houria Aishi, en tant que personne vraie, c'est quelque chose qui serait son âme artistique, et je crois que c'est ça que j'ai essayé de conduire dans ce livre. Alors, je vais poser des questions qui peuvent paraître parfois un peu impertinentes. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas davantage de corrélation entre la vie privée et la vie artistique, dans la mesure où parfois la vie privée explique certains choix artistiques. Un exemple très simple, on apprend en lisant le livre que Houria Aishi ne serait jamais peut-être devenue chanteuse si elle était restée en Algérie. D'accord. Par contre, on ne sait pas pourquoi elle est venue en France. C'est-à-dire que le livre, et là, ça a une conséquence, je veux dire, cet aspect privé a une conséquence très vite artistique, puisque si elle était restée, on ne connaît pas. J'aurais bien aimé savoir, bon, elle reste très vague là-dessus, etc., en disant même qu'elle ne veut pas le dire, par moment, voilà. Il y a parfois j'ai l'impression que l'une des chanteuses que tu admires le plus, c'est Barbara. Or, Barbara, on sait très bien que l'explication de son mystère réside justement dans des choses de l'ordre privé qui sont connues, etc., voilà. J'aimerais bien qu'on revienne à certaines étapes de... Oui, vas-y, Lola, tu veux réagir à ça?
Non, non, c'est pas pour réagir, c'est pour essayer d'expliciter une démarche. Barbara a eu besoin, à un certain âge, et c'était d'ailleurs juste avant sa mort, de révéler un certain nombre d'éléments qui sont très, très, très privés, très, très secrets, etc. Hein? Il est fort possible qu'il y ait un rapport entre ce qu'elle a subi dans son enfance et le fait qu'elle devienne artiste. Hein? Mais moi, pour ma part, je ne voulais pas conduire ce qui serait une psychanalyse de Hollywood. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment, et je crois que le livre en rend compte et de façon assez poussée. C'est de voir quels sont les ressorts à tous les âges de la personne qui vont la conduire à réaliser ce qu'elle est. Voilà. Donc je crois qu'il y a des aspects de la vie privée qui sont tout à fait intimes et privés, aussi intéressants soient-ils. Et si on entrait trop là-dedans, ça deviendrait ce qu'on appelle un livre people, quoi, en quelque sorte. Voilà, voilà. Et c'était vraiment ce qu'il fallait éviter. Je voudrais dire un mot concernant la question que tu viens de poser à l'esprit, sur l'intérêt d'expliciter un peu plus les aspects de la vie privée dans la compréhension d'une démarche artistique d'une femme algérienne. Il ne faut pas oublier ça. Je suis une femme algérienne, je m'inscris profondément dans l'histoire de l'indépendance et du mouvement d'émancipation des femmes algériennes. Et je crois que si je devais résumer la réponse que je peux donner à ta question, c'est que, en fait, je résume tout cet aspect, justement pour ne pas en dire plus, parce que je ne vois pas l'intérêt d'en dire plus. Je résume tout cet aspect de la vie privée qui intervient dans ma démarche artistique. C'est que pendant une période extrêmement longue, j'ai été en analyse. Ça, c'est la seule chose, c'est la seule précision que je donne sur ma vie privée, mais pour moi, elle n'est plus privée. Une analyse, à un moment donné, s'inscrit dans un contexte social, politique, d'idées, hein, parce que j'ai mené une analyse très 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 longue au moment où l'analyse était centrale dans le mouvement d'idées à Paris. Pas seulement à Paris, probablement à Alger aussi. Je ne connais pas vraiment l'histoire de ce mouvement d'idées, mais personnellement, je me suis inscrite totalement dans ce mouvement d'idées qui m'a aidée à la fois de devenir la femme que je suis aujourd'hui, d'exercer un métier tabou que j'assume pleinement, avec bonheur, et qui a fait que le chant de l'Aurès, en tout cas j'y ai participé, évidemment je ne suis pas la seule, mais j'y ai pris part, de faire que le chant traditionnel, ancestral de l'Aurès peut être entendu partout dans le monde. Quand je dis certains aspects de la vie privée qui peuvent éclairer des choix artistiques, etc., évidemment, c'est uniquement ça que je regrette. Je veux dire, c'est pas, je cherche pas à savoir quelle est vraiment ta vie privée. Bon, mais je pense quand même que, voilà. J'aimerais bien qu'on revienne un peu à certaines étapes de ton parcours artistique et de femme aussi, puisque tu le dis, tu t'es inséré dans ce mouvement des années 70-80 qui concevait l'art comme un instrument de libération, qui n'était pas uniquement ton activité artistique, n'était pas uniquement une activité en soi, mais qui avait du sens. Alors, d'abord, je voudrais qu'on revienne un peu sur ta période algéroise. Qui a été courte.
Quelques courses, oui. 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 Alors tu fréquentais la cinémathèque, Nordine Sadi, Boujma Karech. Oui, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je faisais partie de ces premières générations d'étudiantes d'après l'indépendance et j'en ai vraiment pleinement bénéficié. D'abord parce que j'ai été boursière, comme beaucoup d'étudiants, et cela a été un facteur d'émancipation absolument incroyable. Parce que ça m'a permis de quitter le giron familial, d'aller dans une grande ville. Moi, je suis une femme du monde agricole. Je viens d'une famille très traditionnelle, avec un patriarche. Belkhodir, c'était pas rien. Et il m'a laissé partir à Alger avec une bourse. Bien parce que ça s'inscrivait dans un mouvement d'émancipation qu'on oublie un peu maintenant, mais c'était un vrai mouvement d'émancipation. Et alors évidemment j'ai eu le nez pour en tirer le maximum. Et vraiment, je m'y suis accrochée pour acquérir le plus de force possible pour devenir une femme libre et pour faire ce que je veux. Voilà. Alors, Lolo, tu dis à un moment donné, bien que Horia s'en défende, mais tu dis que c'est une artiste intello. C'est-à-dire Non, je veux dire que ça a été un peu dans la presse à un moment, on la présente un peu comme une artiste intello. Moi, je voulais simplement montrer, c'est-à-dire à travers à la fois les discussions et à la fois ce que j'en ai tiré, parce que tout ça est accompagné de commentaires et d'écrits personnels, que l'intérêt avec Horia Ishi, c'est que c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il est réflexeur. C'est-à-dire qu'elle a à la fois sa pratique du chant et une réflexion sur le chant. Et évidemment, ça donne ce caractère intellectuel, oui, pourquoi pas, si tant est qu'on s'en remet à la notion initiale de l'intellect. C'est-à-dire qu'elle pratique à la fois le chant et à la fois, elle essaye non pas de théoriciser, c'est pas le mot, mais elle essaye de donner des modes explicatifs de son évolution, y compris, alors c'est ça qui est intéressant, et c'est peut-être pour moi, il me semble, pour moi en tout cas, un des intérêts de ce livre, c'est qu'il montre comment on évolue dans des démarches artistiques, c'est-à-dire ce que quelqu'un d'autre a appelé, Aragon je crois, les chemins de la création, c'est-à-dire comment, partant au départ d'une instrumentalisation la plus réduite, celle le Bendir, le Gasba, etc., elle va peu à peu, quand la thématique évolue, etc., penser à de nouveaux modes d'orchestration. Quel rapport y a-t-il entre ces orchestrations que l'on dit occidentales et ce que va être ce chant? Et en fait, comment répondre à cette question qui fasse que le chant ne devient plus ce qui est de l'ordre du folklore, hein, comme souvent il est perçu. Et donc à partir de là, il y a eu un travail, il y a eu une démarche, et donc c'est toute cette réflexion sur cette démarche qui est rendue, je crois, dans le bouquin, quoi. Souhaib, tu prends la parole quand tu veux, si tu as des... Alors, il y a cet épisode avec Saïd Nissia, Saïd Akhelfi, hein, à un moment donné, il entend ta voix, il avait un tas de flûtes sur lui, de Gesba, puis il n'y en avait aucune qui correspondait à ta voix, parce que ta voix est très spécifique, hein, je veux dire. D'ailleurs, à un moment donné, on ne sait pas comment la classer
disons, dans le spectre occidental du chant, on ne sait pas trop. Et puis, ne trouvant pas de flûte qui correspondait à ta voix, il va en fabriquer une, parce que c'est quelqu'un qui fabrique lui-même ses instruments. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette période de ta carrière où tu passais tu commençais à aller vers la scène, vers ce qui allait devenir ta profession en fait. Hein. Comment s'est fait ce pas? Comment tu as fait ce pas vers la rencontre avec Saïd Nissia est une de mes plus belles rencontres humaines. Je regrette vraiment qu'il ne soit pas là ce soir. J'aurais dû l'inviter, je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait. Je crois que ça lui aurait fait plaisir. Et c'est une de mes plus belles rencontres humaines que j'ai eues. Parce que il n'y avait aucune raison, comme ça, a priori, que nous nous rencontrions. Or, le chant a fait que nos chemins se rencontrent. Je ne sais pas, enfin, je sais pas l'expliquer. En tout cas, ce que je constate, c'est que nous nous sommes rencontrés alors que nous n'avions apparemment aucune raison de nous rencontrer. J'étais étudiante, je vivais au quartier latin, j'étais inscrite dans un mouvement comme ça d'idées des années 70, etc. Il était ouvrier, il travaillait à la chaîne chez Danone, ensuite chez Citroën. Il habitait un foyer Sonacotra et que apparemment nous n'avions aucune raison de nous rencontrer. Or, le chant et comment dire, la vie a fait que lui et moi nous nous soyons rencontrés et que nous ayons fait un très long chemin artistique ensemble, puisque nous avons voyagé partout à travers le monde. Et je me souviens d'une promenade avec Saïd Nissia à Central Park, à New York, où nous voyions des petits écureuils escalader les arbres, et c'était un émerveillement. Voilà. Et nous avions toujours des sujets de discussion. Saïd Nissia, venant de son village kabyle, illettré, ne sachant pas lire, mais ayant une expérience de la vie absolument incroyable et un talent fou, a fait que nous soyons partis tous les deux, Gsbaou Bendir, à New York, chanter, et nous nous sommes promenés à Central Park, et c'était un bonheur inouï. Et nous avons passé comme ça plus de 15 ans à voyager ensemble. Et je ne me suis jamais ennuyée avec Saïd Nissia, parce qu'il avait toujours quelque chose de passionnant à raconter sur son village, sur ses enfants, sur sa famille, sur ses oliviers, sur ses conflits de village. Et ça a toujours été passionnant. D'abord par la simplicité avec laquelle il menait sa vie, mais en même temps avec une espèce de richesse de la terre algérienne qui faisait que nous sommes allés partout ensemble. Nous avons passé des heures et des heures ensemble dans des aéroports, à attendre des avions, voilà. C'était vraiment... je regrette vraiment qu'il ne soit pas là ce soir, parce que je crois que ça lui aurait fait plaisir d'entendre, pas l'hommage, parce que c'est pas ça, en fait. C'est la reconnaissance de son humanité. Voilà. Ce à quoi je rends hommage, c'est à son humanité, à force d'intelligence, d'humilité et de talent.
Merci. Nordine Saadi, tu dis à un moment donné que, d'après tes recherches et puis les discussions que tu as eues avec les interviews que tu as fait de Houria, que tu avances que, je ne sais plus si c'est un rythme ou une voix qui est un peu particulière aux oreilles. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du spécifique, chose avec laquelle je crois Hamdi Sherif n'était pas tout à fait d'accord. Dans l'interview, en tout cas, les propos qui figurent de lui. Qu'est-ce que c'est que cette spécificité de... Ben, moi, il faut dire que je ne suis absolument pas spécialiste ni de musicologie, ni du chant. Je veux dire qu'au départ, ma démarche ne s'inscrivait dans aucun journalisme. C'est-à-dire cette activité respectable par ailleurs, par laquelle on essaye d'expliquer au grand public quelque chose. Moi, je suis parti d'une démarche d'écrivain. C'est-à-dire comment, partant de Houria chanteuse, en tant que personnage, je vais essayer de rendre compte, voilà, c'était mon, voilà, ce que je rends compte de ce qu'elle est, d'un certain nombre de mécanismes qui ne sont jamais évidents ni apparents et qui vont rendre compte au bout d'un temps de ce qu'a été cette personne en tant que chanteuse, de ce qu'a été sa démarche, etc. Et donc, il fallait bien que je me documente. Hein. Oui. Par exemple, grâce à sa gentillesse, j'ai demandé à Hamdi Sherif de m'expliquer. Nous avons eu un long entretien sur cette différence qui était certes perceptible, que l'on sait, parce qu'à côté de ça, sans être un grand amateur, disons que j'ai une oreille, entre le chanchaoui et le salaoui. Et lui a été conduit à m'expliquer cette frontière qui n'est pas toujours, oui, qui n'est pas toujours aussi évidente, etc. Et pourquoi? Parce que ça avait beaucoup d'intérêt pour essayer de rendre compte du travail de Houria Echi, qui se situe là. Il fallait, de la même manière que sur la question de la voix, parce que je crois que ce qui nous envoûte chez Houria Echi, c'est une voix. Il y a une voix comme ça. Et le mystère d'une voix, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il y a par contre les techniciens de la voix qui sont en mesure de nous donner des explications qui sont des explications, à mon avis, très très intéressantes, même si elles ne résultent pas de notre émotion, qui est affective, qui est culturelle, etc. Et donc, je me suis adressé à quelqu'un qui, je crois, puisque Houria m'a permis de la connaître, qui est quelqu'un d'assez remarquable sur le travail des voix, etc. Martina Catella, qui avec qui je me suis entretenu, etc., dont je rends compte d'éléments d'entretien, qui a essayé de m'expliquer cette question de la tessiture de la voix et du rapport à la fois organique de ce qu'une voix et du rapport qui est toujours culturel, comme ça, d'une voix. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute le chant chaoui, les femmes qui le font, entre guillemets, j'aime pas ces guillemets, mais je les place spontanément, c'est-à-dire celles qui n'ont pas eu besoin d'un apprentissage, il y a une voix des femmes chaouïa qui est assez particulière et que l'on ne retrouve pas ailleurs. Hein? Donc, quelle était cette particularité? Comment en rendre compte? Comment la décrire? Ce que j'ai essayé de faire avec mes pauvres moyens, hein, n'étant pas un spécialiste, mais je me demande si c'est pas mieux. Parce que qu'est-ce que va nous donner un spécialiste? Il va nous donner des espèces de définitions, des espèces de définitions, il va inscrire ça comme ça dans tout ce qui peut apparaître d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue classé, pensé, etc. Or, moi, je n'avais pas besoin de ça, j'avais simplement besoin d'essayer de, voilà, qu'est-ce que c'est que d'écrire une voix, puisque le livre d'ailleurs s'ouvre un peu comme ça. C'est la possibilité qu'on a à rendre compte d'une voix. On peut décrire un visage, on peut... mais on a toujours une impossibilité à rendre compte d'une voix. Et même, enfin, j'ai pris l'exemple d'un certain nombre de grands peintres qui ont essayé de peindre la voix d'eux, et on se rend compte que peindre la voix d'eux, c'est faire une ombre quelque part qui va nous permettre de vibrer comme ça une émotion. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et voilà, et pour résumer très simplement, je n'ai pas fait de travail de spécialiste.
je ne suis pas spécialiste de musicologie ou de chant. J'ai essayé de rendre compte quand même de, voilà, de ce qu'est une démarche artistique, voilà, tout simplement. Je te donnerai la parole tout à l'heure, Hamdi. Houria, à quel moment tu as basculé dans le professionnalisme, si j'ose dire, à quel moment est-ce que tu as senti que quelque chose qui avait une bifurcation Oui, c'est bien la question. En fait, je crois que j'ai eu, comment dire, en 85, alors qu'on me posait la question de participer, alors qu'il n'y avait aucune raison que je participe à cela, dans une soirée privée, le hasard, genre, alors je ne sais pas s'il s'agit de hasard, en tout cas, dans cette soirée privée, il y avait une personne qui était invitée au même titre que moi à cette soirée d'anniversaire d'une copine. Et il se trouve que cette personne, que je n'ai jamais vue, jamais rencontrée, était la directrice adjointe, quel hasard, du deuxième festival international des chants et de musique de femmes. Voilà. Et comme à l'accoutumée, à la fin du repas, on m'a demandé de chanter un chant amicalement, comme ça, pour les personnes qui étaient là. Et j'ai chanté, et à la fin de ce chant, c'était un chant sraoui, Ranapsot, et la personne est venue me voir à la fin de ce chant et elle m'a dit, Madame, voilà, on était en février, et le festival avait lieu en juin 86, et cette personne m'a dit, écoutez Madame, voilà, je dirige un festival de femmes, je voudrais que vous y soyez. Et au lieu de dire non, madame, je ne suis pas chanteuse professionnelle, je ne sais pas comment on fait pour aller sur une scène, j'ai dit oui, madame, je veux bien participer à votre festival. Et ça a basculé ma vie. C'était de l'inconscience, c'était je sais pas quoi, je sais pas, c'était le risque, je sais pas ce qui s'est passé, mais au lieu de dire non, madame, je ne suis pas chanteuse, je ne sais pas faire de scène, j'ai dit oui, madame, je vais participer à ce festival. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvée jetée dans un monde auquel je ne connaissais strictement rien. Je ne savais absolument pas comment on pouvait faire, comment monter sur scène, comment essayer, etc. Et en fait, la machine était lancée et les choses se sont mises presque à mon insu, mais je n'y crois pas vraiment. Des rencontres, des amitiés, des personnes qui étaient disposées à m'aider, qui avaient la disponibilité de m'aider. J'étais étudiante, je n'avais pas d'argent, et des personnes du métier m'ont dit, on va t'aider, on ne te demande rien, on te demande juste de chanter. Et voilà. Et février, mars, avril, mai, juin, 4 mois après, je me suis retrouvée sur la scène d'un tout petit théâtre parisien dans le 13e arrondissement. C'est une salle qui n'existe plus, qui s'appelle la Tanière. Dans le public, il y avait beaucoup d'amis. Et j'ai chanté pendant 25 minutes parce que un environnement amical, de soutien, d'envie et de désir était là et qui m'a aidé à monter sur scène et à dire bon ben voilà, je vais y aller. Voilà. Les choses en fait se sont passées comme ça, mais je crois que les choses étaient finalement mûres pour que excusez-moi, j'insiste, mais j'aime beaucoup ce terme de chanteuse professionnelle parce que ça rompt, il y a une rupture. Il y a une rupture, comment? Dans le statut. Pas seulement dans le statut, mais presque, comment on peut dire? Aide-moi. Dans le destin. Dans le destin, voilà. Je basculais de chanteuse de cours, de chanteuse de mariage. Si je n'avais pas été à l'école, j'aurais fait comme ma grand-mère, comme ma mère, comme mes sœurs, comme mes tantes.
j'aurais été invitée dans les mariages, dans les circoncisions, pour chanter Rnab Sot. Voilà, j'aurais perpétué la tradition. Or, l'école Paris et les rencontres amicales et professionnelles ont fait que j'ai basculé pour faire de la scène et chanter au théâtre du Châtelet, ce qui est quand même, excusez mon, voilà, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Nono, tu as fait un livre avec Rachid Qureshi, le peintre. Oui. Et il se trouve qu'il y a aussi à travailler. Oui. Alors, tu parlais de voix, de peinture, etc., ce rapport à la peinture. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce hasard qui fait que, ou c'en est peut-être pas un, que tu aies fait un livre avec. Qu'elle ait travaillé avec Qureshi. Oui, mais j'ai fait également un livre avec Denis Martinez et un des albums de Horia a été réalisé comme ça, enfin en tout cas iconographié par Denis Martinez. Bah, d'abord, il faut dire que c'est une, bien qu'elle soit plus jeune que moi, mais c'est une génération, quoi. Je veux dire, nous nous connaissons, quoi. On s'est tous plus ou moins connus et on a vécu dans un univers dont elle a rendu compte un peu tout à l'heure, qui était cette après-indépendance où tout est permis, on pensait qu'on allait refaire le monde, où on vivait dans cette espèce de grande générosité, enfin à la fois humaniste, révolutionnaire, et qui se réalisait, hein, parce que je sais pas, pour les nombreux d'entre vous qui êtes là, la fac d'Alger, dans ces années-là, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est, voilà. Et donc tout ce monde-là, plus ou moins, se connaissait et vivait dans un... il y a un imaginaire qui se constitue culturellement comme ça. C'est ça qui fait qu'il y ait ce type de rapprochement. À côté de ça, maintenant, oui, je me trouvais à Casablanca, invité par Rachid, et il donnait, avec Michel Butor, je crois, et puis il avait invité Horia à chanter, là, et puis tout ça, ça se... Tu vois ce que je veux dire, ça se... Oui, il y a quelque chose dans ces rapports-là. Mais moi, aussi bien lorsque j'ai fait le bouquin avec Rachid Qureshi qu'avec Denis Martinez, c'est également, ou avec Horia, c'est avec le sentiment que je ne suis pas spécialiste. Je suis pas, même pas si j'ai écrit sur quelques peintres des préfaces, mais je ne suis pas spécialiste de peinture. Mais je crois qu'à partir de l'écriture et du rapport du réel à la fiction, on appréhende les choses d'une certaine manière. Et enfin, je crois que tu les as lus, aussi bien Denis Martinez, Rachid Qureshi, que de façon plus élaborée ensuite Horia Aishi, sont des personnages de romans. Je veux dire, ça aurait pu être tout à fait des romans. Mais ils sont les plus respectueux possibles, d'abord du dialogue que j'ai avec chacun, et en plus, il n'y a rien qui sorte, si tu veux, de ce qu'est la vie réelle de chacun. Tu vois ce que je veux dire? Mais le reste, c'est des hasards, on se voit, on se connaît, tu vois comment naissent les choses. Alors, Horia, maintenant, tu viens de faire un album avec les Cavaliers de l'Ouest, si je ne me trompe pas, avec un orchestre qui est un orchestre de jazz presque, hein, je veux dire, on est dans une rencontre. Est-ce que tu revendiques l'expression world music, ou, dans laquelle tu as été classé d'ailleurs, hein, puisque... Alors, si tu me demandais une définition de la world music, je ne saurais pas t'en donner une. Par contre, je peux te parler de l'expérience que j'ai eue avec ce groupe de jeunes musiciens strasbourgeois. Ils sont vraiment tout jeunes, tout jeunes. Ils ont entre 30 et 37 ans. Ils ont une formation classique. Ils sortent du conservatoire de Strasbourg. Et la particularité de ce groupe, c'est que leur leader, Grégory d'Argent, a, je pense, je ne vais pas vous raconter sa vie privée, mais il avait des raisons dans sa vie privée pour aller à la découverte de la culture et de la civilisation arabo-musulmane, etc. Pour
des raisons, je pense, personnelles, que je ne délivrerai pas, est parti à la découverte de la civilisation turque, ottomane, moyen-orientale. Il a vécu un certain temps en Turquie, à Istanbul. Après, il a vécu en Syrie, etc. Et il a appris à jouer du oud. Et c'est par l'intermédiaire de cette ethnomusicologue dont a parlé tout à l'heure Nordin Nonou, Martina Catella, à qui un jour j'ai dit je suis persuadée, moi je ne lis pas la musique, mais ça n'a absolument aucune importance. On peut faire une carrière de musicienne sans lire la musique. Je peux vous l'affirmer puisque c'est mon cas. Et je disais à Martina que dans la musique shawi, j'entendais des sons comme ça à l'oreille, de jazz, de blues, et que j'aimerais bien travailler sur ces choses que j'entends, ces sonorités que j'entends. Et Martina me dit, mais Ouria, j'ai ton homme. C'est Grégory d'Argent. Parce qu'il a une formation classique, il a une formation de jazz, il a monté un groupe de jazz qui s'appelle Hijaz Jazz, et qui serait il est allé en Algérie et il serait ravi de travailler avec toi. Je prends contact avec Grégory, je le rencontre et je lui parle comme ça de mes rêves, de mon imaginaire, de ces cavaliers merveilleux qui ont habité mon imaginaire et mes rêves et mon enfance. Je les voyais, ça m'emportait de bonheur. Donc voilà, ça a habité mon enfance et ça remplit ma vie d'enfant. Ça a rempli ma vie d'enfant et je lui ai parlé de ça. Et il m'a raconté, je peux prendre 2 secondes à raconter ça parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Et il m'a dit, il m'a écouté très attentivement et il m'a dit, mais tu sais que je suis allée dans ton pays et j'ai travaillé avec les femmes touareg sur leur répertoire. Et que j'ai passé, je sais pas, je crois 2 mois à Tamanrasset à travailler avec des chanteuses de Timimoun et je les ai fait, c'est une histoire incroyable. Il avait 25 ans quand j'ai rencontré, il avait 25 ans et il me raconte qu'il avait été faire travailler avec, pas faire travailler avec des musiciens d'Imzed de Tamanrasset et qu'il les a fait venir à un festival de Besançon. Et ensuite, ils ont fait une tournée en France. Et il me dit, mais tu sais, c'est un merveilleux cadeau que tu me fais, que de me proposer l'arrangement de ton nouvel album. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Je peux encore raconter 2 choses. Et je suis intarissable sur des cavaliers. Mais je peux parler des heures. Et alors, je vais vous raconter juste une petite chose, comment il a travaillé et comment il a inventé les cavaliers de l'Aurès qui sont devenus, enfin, on est allé partout avec dans le monde. Je lui ai donné une cassette, mais pourrie, d'Orhaba, mais enregistrée, mais je peux pas, vous ne pouvez pas imaginer. Arhab Diabous, vous ne connaissez pas Arhab Diabous, mais des groupes de Khencha, des groupes de... enfin, peut-être que certains les connaissent. Bachir, il connaît, c'est sûr. Mohamed, peut-être. Il y en a un là qui connaît. Voilà. Et voilà, des cassettes, donc, les délorum fait... Voilà. Je lui ai donné ça, et j'ai enregistré avec un dictaphone, ma voix interprétant ces morceaux de Yabous, etc., etc. Je lui ai donné ça, voilà. Et puis je n'en ai plus entendu parler.
Et au bout de, je sais pas, un mois, 2 mois, etc., il me dit, Ouria, j'ai quelque chose à te proposer. Il vient chez moi et il me fait écouter. Je me suis dit, mais comment il a pu comprendre la musique aurésienne? Mais comment il a fait? Comment il a pu... voilà, il avait vraiment entendu ce que je lui ai dit, comme ça, de manière instinctive. Moi, je ne suis pas musicienne, non, je ne suis pas musicologue, je n'ai pas de connaissances particulières, mais comme ça, pas d'instinct, j'entendais des sonorités de jazz et de blues dans la musique shawi. Et il a bien entendu ça, il l'a retenu, et il est arrivé avec une proposition de choses qui se référaient à ça. Et donc, nous avons fait un album qui s'appelle Rayan al-Khir, Cavalier de l'Aurès, avec lequel nous avons tourné partout dans le monde et pour lequel ne va pas aimer ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Voilà. Avec lequel nous avons eu un des plus beaux prix de la musique du monde. Je sais pas si j'aime pas que tu aies des prix ou je sais pas. Non, moi je voulais simplement dire, parce que Bachir est là, que Bachir Hadjadj a préfacé cet album, c'est-à-dire l'album est préfacé par un très beau texte de Bachir Hadjadj sur Rayan al-Khir. Voilà. C'est vrai. Quant au prix, que tu aies tous les prix du monde, moi ça me dérange absolument. Alors, autre question, je te rassure, j'ai posé la même question à Idir il y a quelques années. Comment on peut encore être enraciné dans l'Aurès quand on vit en France depuis plus de 30 ans? Comment se fait encore, contrairement à Idir, toi tu retournes chanter quand même en Algérie, ce qui n'est pas toujours son cas. Comment tu t'alimentes encore aujourd'hui de ce rapport à la terre dont tu parlais tout à l'heure? Je voudrais juste rappeler qu'il faut laisser un temps pour les questions du public. Excuse-moi, la question c'était comment tu alimentes ta création? Oui, à partir Alors, pour moi, le chant, ça a été je dis souvent ça, mais c'est vrai. C'était la voie royale d'avoir l'Algérie tous les jours chez moi. Pour moi, c'était simple. J'avais l'Algérie, pire, j'avais les Aurès à la maison. Donc, puisque je travaillais quotidiennement, pratiquement, lors d'une création, on ne compte pas ses heures, on travaille des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc, j'étais en contact avec les Aurès tous les jours. Et à un moment donné, je partais, j'allais chez moi, je retournais chez moi et je rassemblais des femmes, des personnes que je connaissais, etc. On se retrouvait autour d'un café ou d'un repas, etc. Et on chantait ensemble. C'est ça c'est que je chantais avec elles, je n'étais pas un élément extérieur. J'étais parmi elles et on chantait ensemble. Et à un moment donné, j'appuyais sur le dictaphone, je les enregistrais et après je revenais à Paris travailler. Et vraiment le chant, ça a été pour moi une manière de vivre l'Algérie rêvée. L'Algérie rêvée, pas l'Algérie réelle, l'Algérie rêvée au quotidien. Et ça a été c'est encore un bonheur incroyable parce que je n'ai que le meilleur de l'Algérie. Ça va être ma dernière question. Alors, quand c'est peut-être la question qui fâche le plus. Quand on entend une chanteuse qui vient des Aurès, je ne sais pas pourquoi on penserait qu'elle pourrait chanter en berbère. Je ne pose pas la question parce qu'on est à l'ACB, mais parce que tu viens des Aurès. Mais je chante en berbère. Ah. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'entend que les chants en arabe. Mais je chante des chants en berbère.
Tu veux que je t'en chante un? Non, c'est pas le lieu. C'est vraiment le lieu. Non, mais c'est pas le lieu. Mais je chante. Ah, Saha. Ah, ya Saha. سوس معلاي سوس معاي هاون قاعنا ولي باباك باباك روح وبعداك او يا جدال هام لي يماك زارتو يا Ce qui est étrange, et je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est peut-être un... Je ne sais pas, je ne veux pas porter d'appréciation, mais c'est quand même étrange qu'on n'entende que les chants en arabe et on n'entend jamais les chants en berbère. C'est une remarque qu'on m'a déjà faite plusieurs fois ici à la CB et ailleurs, pas seulement à la CB, mais aussi à la CB. Mais je suis toujours très surprise qu'on n'entende pas les chants en berbère. Mais si tu veux, moi je n'ai aucun a priori sur la question, parce que chez moi, dans mon pays, les Aurès, on chante aussi bien en arabe qu'en berbère. Et je n'ai pas d'a priori, je n'ai aucun parti pris. Je chante dans les deux langues qu'on chante chez moi. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Merci. Alors là, je pense qu'il y aura vraiment... est-ce que quelqu'un peut faire circuler? Hamdi Sherif, je brûle d'impatience, oui. Non, parce que j'étais venu avec une batterie d'idées en tête, mais vous avez tous les deux épuisé à peu près tout ce... Peut-être que j'aurais deux ou trois petites choses à ajouter. La première, c'est la question des spécialistes. Quand tu as dit, Nordine, que tu n'es pas spécialiste, moi non plus je ne suis pas spécialiste, mais peut-être que, en paraphrasant un petit peu celui qui a dit que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, on peut dire que l'art... Non, il faut avoir tout appris d'abord. Ouais. Non, mais attends. Je crois que l'art, finalement, c'est ce qui reste quand on a tout expliqué. C'est-à-dire, c'est ce petit, c'est ce je ne sais quoi ou ce presque rien qui reste au-delà de toutes les explications possibles. Hein? C'est un peu ça. Quand tu parlais de la voix et que tu disais qu'il était impossible, tu n'étais pas spécialiste, tu ne pouvais pas parler de la voix. Je ne vois pas vraiment de spécialiste capable de rendre la voix, sinon la voix elle-même. Maintenant, par rapport à la question du sraoui, du shaoui, etc., je ne sais pas, je ne connais pas les travaux d'ethnomusicologie, et la seule chose que j'ai pu te dire et que je répète ici, c'est que il y a des choses particulières, parce qu'elles s'expriment dans des formes musicales différentes. Mais il y a des choses qui ne sont pas particulières, parce qu'elles sont chantées dans différents endroits. C'est-à-dire, moi, dans mon enfance, l'Ayan al-Khayl, mon père m'a endormi avec ça, et ma mère m'a endormi avec ça, dès ma plus tendre enfance. Je suis de Sétif, je ne suis pas des Aurès. Salah, les Sétifiens la revendiquent. Bon, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont communes, sauf que il y a des... À mon avis, dans l'expression strictement musicale, il y a des particularités. Aïssa al-Jarmouni ou Ali al-Khanchli ou Houria Aishi, c'est pas du sétifien, c'est pas du sétifois. Et malheureusement, le patrimoine sétifien n'a pas eu le destin qu'il aurait pu avoir. Il y a des choses dans le patrimoine de la chanson sétifienne qui aurait mérité un autre destin. Il aurait fallu qu'il y ait des gens en mesure de le faire. La deuxième chose, c'est quand tu as dit chanteur intellectuel ou chanteuse intellectuelle, l'intellect, etc. Je crois que ça, c'est une vraie particularité de Houria. Je crois qu'elle est la seule, peut-être avec Idir, ou peut-être un peu avec Aït Mengellet. Hein? Peut-être pas.
Mais avec Idir, elle est la seule qui, selon mon expression, a la culture de son art. C'est-à-dire qu'elle ne chante pas uniquement, elle pense ce qu'elle chante. Et Idir aussi pense ce qu'il chante. Et Ait Mengelet, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment. Je n'ai pas. C'est possible. C'est possible. Attendez. Non, je ne parle pas des textes. Je ne parle pas des textes. Non, 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 c'est pas ça. Khalifa Ahmed chante des textes extraordinaires, d'une poésie sublime, mais il ne pense pas ce qu'il chante. C'est pas ça. Penser ce qu'on chante, c'est avoir la culture qui peut expliquer ce que l'on fait. Et ça, je pense que Huria et Idir ont cette capacité. La troisième idée que je voulais... Mais quand elle dit qu'elle n'aurait pas pu le faire en Algérie, c'est pas uniquement par rapport à sa condition féminine. C'est la condition d'artiste. Moi, je me souviens d'une phrase de Mohamed une fois, Mohamed Harbi à côté de moi, j'avais chanté, il avait dit, dans une autre société, il aurait été chanteur. Dans une autre société. Il y a une boutade dans notre imaginaire populaire. On dit chez nous, l'art, c'est l'art. Hein? Et moi, je connais des universitaires qui travaillent sur la musique, qui réfléchissent sur la musique et qui ont un mépris pour les douazniya. Hein? Moi, je ne parle pas avec les musiciens. C'est-à-dire que le statut de l'artiste, il est très ambigu dans notre société. Il est en même temps valorisé, etc., courtisé. Mais en même temps, il est avili parce que du point de vue de l'honneur, c'est un statut qui n'est pas valorisé. Donc peut-être que c'est accentué par le fait que ce soit une femme. Mais je crois que dans la société algérienne, et peut-être qu'il faut réfléchir un jour précisément, Huria n'est pas la seule dans ce cas. Prenez Farid Ben Sarsa par exemple, dans la musique andalouse. Est-ce que ce que nos artistes algériens réussissent à faire en France, est-ce qu'ils auraient eu la possibilité de le faire en Algérie? C'est une vraie question. Et je la pose aussi au sociologue qui est là, Issa Kadri, qui travaille sur l'émigration des élites. Est-ce que véritablement, les conditions pour l'intellectuel et pour l'artiste, mais pour l'artiste peut-être un peu plus, parce que le statut de l'artiste est un statut qui est ambigu, qui est en même temps valorisé et en même temps... Alors un dernier mot pour ne pas tenir la parole, c'est par rapport au son jazz et blues. Moi je rappelle à Huria le souvenir d'un ami, malheureusement j'ai la gorge qui se noue quand je pense à ce type qui est mort, qui est un type de Khenchla, qui est Mahmoud Barkou, Allah yarahmou. On a passé une soirée, tu t'en souviens à Huria, à la maison. Mahmoud Barkou est venu de la musique de chambre. Il faisait de la clarinette et du saxo en musique de chambre. Il est allé en Turquie, il a rencontré le ney. Il s'est mis au ney, et puis à un moment il s'est mis à la gasba. Et lui aussi il s'est mis à fabriquer de ces gasbas. Et il a fait des enregistrements de Shawi, et il s'apprêtait à faire un travail avec moi sur le Sahraoui, sur le Ayay. Malheureusement, un cancer l'a emporté extrêmement rapidement, d'une manière fulgurante, et il m'expliquait pourquoi précisément les musiques. Il disait, excusez-moi de tenir un petit moment la parole là, il disait la musique arabe c'est comme un village. Vous pouvez aller d'un voisin chez un autre, mais il y a d'autres voisins pour lesquels vous êtes obligé de faire un détour pour passer. C'est les musiques modales. Le groupe qui t'accompagne s'appelle Hijazkar. Hijazkar, c'est un mode de musique qui contient justement le quart de ton, et les musiques modales qui permettent précisément le passage du jazz au chant traditionnel permettent ceci. Pardon d'avoir été long, et merci beaucoup pour ce que vous nous avez donné. Merci. Ben, on fait circuler là qui veut dire quelque chose, poser une question. Non. Oui. Je voudrais reprendre quelques idées que monsieur vient de développer, sans prétention ni à les développer totalement, mais juste donner un point de vue. Donc, Ait Mengelet
pense ces paroles. Ce sont de pures pensées plus que de la... Je dirais presque plus des pensées que des poèmes. Et il arrive à faire de la poésie pensée. Une parenthèse que je referme. Et quant à au son de blues et de jazz qu'il y aurait dans la musique shawi, moi je ne suis pas du tout surprise, bien que je ne connaisse pas trop la musique shawi, mais je sais que par exemple les Touaregs, ça a été largement repéré, et il y a beaucoup de musiciens qui travaillent et il n'y a rien d'étonnant à cela parce qu'il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup d'Africains, de Noirs qui étaient des esclaves ou qui sont venus autrement dans cette société-là. Et donc il y a les mélanges des sons. Et vous savez que le blues et le jazz, c'est aussi des descendants d'esclaves. Donc finalement, c'est des fonds communs, c'est des vieux sons ancestraux qui ont traversé les âges. Et donc, on les retrouve en Amérique comme on les retrouve en Afrique du Nord. Voilà, donc je voulais dire ça. Je voudrais apporter dire ce que je pense de ce rapport entre la musique shawiya et le jazz. Si tu veux, moi je n'ai pas une approche théorique de la question. J'ai vraiment une approche pragmatique, c'est-à-dire nisma. Je suis incapable de dire théoriquement quel est le rapport entre la musique noire africaine qui a émigré aux États-Unis, etc. C'est juste que ma crainte dans cette création, c'était que ces jeunes musiciens ne trahissent pas la musique aurésienne. C'est-à-dire que quand Farhat Hebboul, un musicien de El Asafa, avec lequel je travaille en Algérie quand je vais chanter à Timgad, c'est lui qui vient jouer de la percussion. Eh bien, ce que je souhaitais, c'est que dans les arrangements de Grégory, ils s'y reconnaissent. Et c'est le cas. Et c'est ça qui était passionnant chez ce jeune musicien de Strasbourg. C'était que à aucun moment, il n'a trahi cette musique du terroir. Quand nous sommes allés chanter à Alger, avec les Jazzcars, à la fin, et je trouvais ça formidable, c'était vraiment une reconnaissance de ce groupe de jeunes musiciens qui ont aimé passionnément notre travail de création, etc. À la fin du concert, certains des personnes qui étaient au concert m'ont dit, c'était une boutade, mais elle disait ce qu'elle voulait dire. Ils m'ont dit, mais où est-ce que tu les as trouvés, ces Shawiya? Je trouvais ça formidable. Et ils en étaient très, très, très heureux. Et c'est ça, en fait, tu vois. C'est pas un rapport théorique au jazz, au blues, etc. C'est comment des musiciens occidentaux formés à l'école classique de la musique, mais qui ont une écoute, un intérêt, une curiosité et un désir de travailler avec moi, comment ils vont faire, puisque c'est Grégory qui a écrit, comment il allait trouver la manière d'être à la fois dans l'écriture musicale et rester reconnaissable par les Shawi. Et c'était le cas. Et ça, c'est formidable. J'aimerais bien entendre. Alors, d'autres... Oui. Salim. Oui. Allez-y. Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai des souvenirs d'Aïchi au lycée. On a vécu presque 8 ans ensemble, 7 à 8 ans ensemble. Et elle chantait pendant toutes ces années-là. Tu chantais Abdel Halim Hafez et Orchestra. Alors, je voudrais savoir si cette part-là, qu'est-ce que tu as fait de cette part-là? Est-ce que tu l'as dit, par exemple, à ton biographe? Oui. Oui, il y a même ton nom, Malika, avec le nom de... Il y a ton nom avec le nom de toutes les copines de... Il y a Santa, il y a toutes les copines comme ça.
Et enfin, elle raconte combien les années au lycée Constantine ont été assez extraordinaires comme ça. Et elle raconte comment elle était habitée comme tout le monde, et sans doute toi et d'autres, par le chant oriental. Hein. Abdelhalim, c'était quelque chose, etc. Et que, ma foi, ça, elle aimait beaucoup, mais que c'était pas ça qu'elle allait ensuite chanter, quoi. Parce qu'auparavant, sa voix, sa tessiture même, en dehors du fait qu'elle nous soit organique, quoi, généalogique même, est née par le chant chaoui qui, lui, remonte à l'enfance. Et tout le bouquin, tout le livre, en fait, il est dédié à une dame qui se prénommait Ounassa, qui était sa grand-mère, et c'est une espèce d'éloge à la grand-mère, parce que la description même du Haouch où tout se passait avec les frayeurs, enfin, il y a toute la psychanalyse là-dedans, hein, pour ceux qui veulent dire au second degré, qui crée l'imaginaire qu'on quitte jamais, quoi, voilà, par le chant. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que au temps du lycée, c'était impensable de chanter les chants chaoui à cause du mépris qui était que l'on avait vis-à-vis du chant paysan, du chant de terroir, et c'est à cause de l'exil, même s'il est volontaire. Moi j'ai choisi, on ne m'a pas renvoyé de mon pays, j'ai choisi de vivre ici. C'est à cause de l'exil que j'ai découvert que ce qui définit, voilà, ce qui me définissait, c'était la terre de Lorès et rien d'autre, juste la terre de Lorès. C'est ça qui faisait que je sois la femme que je suis. Et c'est vers ça que j'allais revenir. Et probablement que sans la France, enfin, sans l'exil, enfin la France, sans l'exil, je n'aurais pas découvert ce rapport charnel au chant de ma terre, l'Aurès. Alors, le micro est par là-bas, il y a Céline, puis... Monsieur, d'abord, il a demandé avant moi. Oui, non, mais... Ça ira pas plus loin. Azoul, bonsoir. Donc, juste, je veux dire un mot à Houria. Le fait que j'ai cette occasion d'aller devant nous. Ce que me plaît beaucoup, elle chante en dehors de la tenue folklore. Elle a enlevé cette carte postale que les autres artistes donnent au chant, à leur art. Ça veut dire elle n'habille pas avec le haf. Oui, dans le costume traditionnel, on le voit comme des cartes postales. Parce que les gens, par exemple, les Touaregs, avec nos respects, j'aime bien cette musique, je les aime bien et tout, j'ai des amis et tout. Mais ça veut dire, toujours on les voit avec, c'est comme une carte postale. Mais elle a de la chance des milliers de femmes chaoui, des femmes libres, azériennes. Donc elle a cette chance d'avoir véhiculé l'art avec son intelligence et le fait qu'elle est dans le domaine intellectuel. Elle a donné et elle a façonné sa propre personnalité en dehors de l'influence, ce que je veux dire, l'influence de l'autre, celui qui veut donner d'elle une carte postale. Parce que moi, j'aime pas cet aspect-là de... Ouais. Folklorique. Oui, folklorique, j'aime pas.
J'aime écouter le folklore, mais j'aime pas toujours un homme avec chèche, un aura, ou bien femme avec le truc. J'aime bien une femme avec une jupe et elle chante. J'aime bien voir des femmes au mini et chanter. Ça, je suis pas contre le folklore. La deuxième des choses, parce que chez nous, c'est les femmes libres. Alors la femme libre, si elle n'ose pas. Non, je ne suis pas contre la vie. Oui, c'est on le laisse finir. La deuxième des choses, sur le chant en berbère, Aïcha Jalmouni, c'est tout le monde qui le reproche, il chante en arabe. Il n'a jamais chanté en berbère, mais c'est faux. Aïcha Jalmouni, il faut voir le contexte où il a chanté cet album. Pourquoi il a chanté en arabe? Il y a juste un passage là où il a chanté sur Monsieur Doxalma. Mais les gens qui le connaissent, ils chantent en berbère. Il a des centaines de chansons en berbère. Et là, mais comme le contexte là, à ce moment-là, il y a le manager qui a pris le chant de Aïcha Jalmouni en arabe, c'est pour faire passer Aïcha Jalmouni à Constantine, dans les familles. Parce qu'à ce moment-là, les chéouis, les paysans et tout, ils n'ont pas des postes cassettes, de tourne-disques là et tout. Oui. En fait, par rapport à Aïcha Jalmouni, en fait, je ne comprends pas pourquoi on porte un jugement sur un artiste. Un artiste, c'est un homme, une femme, qui fait comme il veut. Voilà. C'est ce qui définit. Vous pouvez vous asseoir pour m'écouter. Hein. Un artiste ou une artiste fait absolument comme il veut. Il chante dans la langue qu'il veut, il chante dans le mode qu'il veut, il fait comme il veut, il s'habille comme il veut, et nous n'avons absolument aucun jugement à porter sur la manière dont il exprime son art. Voilà. Je crois vraiment que ça, c'est quelque chose de très important, c'est de laisser les artistes, quel que soit leur domaine, s'exprimer librement, hein, parce que leur rapport à la société, c'est celui-là, c'est leur liberté d'expression. Et je crois qu'il faut juste les prendre dans ce qu'ils donnent à la société, c'est-à-dire leur liberté d'expression, leur liberté de création. Qu'ils chantent en arabe, en berbère, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'ils s'expriment avec talent, qu'il ait quelque chose à dire à la société, quelque chose à apporter à la société. Et je crois que c'est vraiment sur ça qu'on doit l'apprécier. On l'aime, on l'aime pas, mais ça fait partie des conditions d'artistes. On ne peut pas être aimé par tout le monde, on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Et voilà, c'est vraiment la vie de l'artiste. Alors, j'ai l'impression que ça chauffe vers la fin. Je vais donner encore la parole à 3 personnes que j'ai vues prendre après quoi on va être obligé d'arrêter. Alors, Farida, j'ai l'impression que tu as le micro déjà, donc... oui, tu fais court, le plus court que tu peux. Je sais que je fais court en général, d'accord. Bon, alors moi j'ai d'abord le plaisir de retrouver Rolia. Je vais lui rappeler que quand on a chanté à la fête du mal un jour, il y a longtemps, j'ai retrouvé Rolia dans ce fameux récital qu'elle a fait à la tasse dans des conditions... voilà, qui n'était pas elle qui était heureuse d'arriver à Alger, voilà. C'était la première fois, je crois. Non, c'était la deuxième fois. La première fois c'était au Rouga, après c'était être à Bab el Oued avec toutes les... Fermdan, pendant toutes les mosquées qui sortaient de Bab el Oued, de Belhadj à côté, et puis c'était Belhadj qui avait là-bas à ce moment-là, et on amène l'Atlas, traverser, et je me rappelle... elle était, voilà, et après on se revoit, on s'est revus avec beaucoup d'émotions, malheureusement à la République, quand Matoub a été assassiné, voilà. Et bon, donc j'apprécie, on s'apprécie. Après moi je voulais quand même revenir à l'aspect un peu
je vais quand même citer la Ranka, qui, à partir du berbère et chantant en berbère, mais chantant en arabe, a fait évoluer et a fait avancer la musique kabyle comme... voilà, c'est-à-dire qu'il faut arrêter, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais aussi que Ranka était un chanteur pensant. Voilà, il n'y a pas besoin de diplôme pour devenir chanteur pensant. Et je dis qu'un gars comme Ranka a amené à la musique algérienne, qu'on appelle populaire d'ailleurs aujourd'hui, hein, voilà. Donc je suis d'accord que de dire qu'il faut laisser les artistes, comment dire, choisir le mode qu'ils veulent, parce que en plus c'est aux artistes qui ont dit de faire, c'est très grave. Voilà, c'est très grave. Pour moi c'est... voilà. Je te le ressortirai, ça, hein. Tu viens de dire. Tu as posé la question. Non, je le ressortirai. Tu chantes en arabe et pas en berbère, j'ai été choquée. Ah bon? Pas moi. Oui. Oui, c'est juste pour joindre un peu toutes les copines qui viennent parler, particulièrement Melika. C'était juste pour dire à Houria. J'ai remarqué, puisque moi, en tant que plasticienne, j'ai travaillé sur cette génération, autour de mes copines, et nous sortons toutes, on a fait toutes le lycée Houria. Et comme Houria, son prénom, elle a commencé à parler de cette liberté à travers son art, à partir de l'Algérie, par ses études et après par son art ici. Donc la coïncidence et le symbole est très très fort. Et puis aussi elle a parlé d'exil. Effectivement, moi je pense, je ne sais pas si on peut dire à cause ou grâce à l'exil, puisque chacune dans son domaine, toute cette génération de femmes, qui avons fait d'abord l'école primaire, puis après le lycée, un peu d'université, puis après le lycée Lavran, donc qui est devenu le lycée Houria. C'est à travers finalement, je dirais grâce à l'exil, et on a eu la chance aussi, moi je dirais, aussi grâce au pays d'accueil qu'on a choisi malgré nous, puisqu'il y a la langue, la culture, cette double culture, et moi, effectivement, je serais restée aussi en Algérie, j'aurais peut-être enseigné, j'aurais peut-être fait autre chose, mais le vouloir continuer, faire une carrière artistique, effectivement, je ne pouvais pas, j'étais à un moment, il y avait une barrière, je ne pouvais pas aller au-delà en étant en Algérie. Et c'est plutôt ici en France où j'ai pu effectivement étudier, puis vraiment m'exprimer, faire une carrière artistique. Et donc pour Houria ou pour d'autres, dans l'écriture, dans la littérature, je pense pour pas mal d'Algériens, nos femmes d'ailleurs, et nous pour les femmes c'était très très important, puisque c'était que par ça qu'on allait s'en sortir. Merci. Alors une dernière, ce sera la dernière. Vous faites court, s'il vous plaît. Bonsoir. Hakima, archéologue algérien. J'ai une question après pour Madame Hachi, mais une remarque avant. Elle fait partie des rares chanteurs, même pas chanteuses, que j'écoute avec Majda Roumi. C'est très rare, c'est très rare. Mais j'adore Houria Hachi depuis très longtemps. J'écoute sa musique, j'aime bien ce qu'elle fait. Et bien sûr, le musicien est libre, le chanteur est libre de chanter comme il veut, de la façon qu'il veut. Mais ce que je reproche, c'est aux intellectuels qui classent notre culture dans le monde arabe, qui classent notre chant dans la culture arabe. Je viens d'entendre un intellectuel, j'aurais aimé qu'il soit là pour... il vient de dire, on saute d'un pays, d'une maison arabe à une maison arabe. On efface la culture berbère. On garde que la culture arabe. Vous me laissez parler, madame? On est libre de parler. C'est ça, vous n'aimez pas la vérité. Le chanteur est libre de chanter comme il veut, mais l'intellectuel, il a le devoir de dire la vérité. Nous classer dans le monde arabe, ça c'est aberrant. On a une culture spécifique à nous. C'est bien de chanter dans toutes... Moi je parle dans toutes les langues.
je lis dans toutes les langues. J'ai fait mes thèses en arabe. C'est pas ça le problème. J'adore la culture arabe. C'est pas ça le problème. Je suis musulman. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est de nier notre culture. Et je remercie Houria Aïchi d'être libre et de véhiculer son message comme ça. Mais le reproche, c'est pas vous c'est pas vous de chanter en berbère, en arabe, c'est vrai, vous pouvez chanter en espagnol. Mais le problème, c'est les pouvoirs publics. Ils vont choisir que la version arabe de votre chant pour le développer. Ils vont financer que le côté arabe. Ils vont exclure d'autres... Monsieur, je peux vous répondre? Oui, j'ai pas posé la question. Ça, c'est la remarque. La question, elle va venir. Oui, allez-y. Ma question, comme je vous adore, ça, c'est pas une déclaration d'amour, mais j'adore votre chant, votre personnalité, et tout ce que vous faites. Et je pense que beaucoup d'Algériens et de Berbères vous adorent aussi. Qu'est-ce que vous pouvez... Algériens, les Berbères. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Il avait une question à poser. Allez-y, monsieur. Posez votre question. Posez votre question. Monsieur, posez votre question, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, ma question. Oui. Qu'est-ce que Houria Aïchi va apporter à la culture berbère? Écoutez, que vous soyez un militant de la culture berbère, soit non seulement c'est respectable, mais en plus, je trouve que c'est un combat qu'il faut mener. Et que ce combat qui a été mené depuis très longtemps dans l'histoire de l'Algérie et qui commence aujourd'hui à porter un certain nombre de fruits, on est arrivé jusqu'au fait que le berbère soit aujourd'hui langue nationale, on lutte ici et là dans les universités pour qu'il soit enseigné, etc. C'est un combat politique et intellectuel non seulement respectable, mais soutenable. Cependant, il s'agit là d'artistes, c'est-à-dire des chanteurs, des écrivains, des plasticiens, etc. Ils s'expriment avec ce qu'ils sont, hein, avec leur imaginaire, la manière dont ils ont compris, assimilé ce qui va être leur langage artistique. Et que des chansons soient en arabe et que d'autres soient en berbère, n'est pas le problème. Le problème, c'est, excusez-moi, je termine. Le problème, c'est que Houria Aïchi, dame de l'Aurès, comme l'Aurès ne se trouve pas aux États-Unis d'Amérique, hein, et qui se trouve dans cette région berbère d'Algérie, elle apporte à la culture berbère ce que d'autres lui apportent dans d'autres régions berbères d'Algérie. Et c'est tout. Elle fait exploser la culture berbère dans le monde. Elle l'a fait exploser, c'est pire que d'abord. Chenoui, il le dit en chenoui. L'Aqbaïli, il le dit en kabyle. Au Maroc, Tajalhaït, il le fait en Tajalhaït. Et elle le fait dans la langue berbère qu'elle connaît. Alors il y a évidemment quelque chose, là je vais faire un tout petit peu de linguistique, mais comme je suis pressé d'aller fumer à Hamad dès que je vais être rapide, non, c'est que, mais oui, c'est que chacun sait, d'abord on n'a pas besoin d'être linguiste, je ne le suis pas, mais il est évident que la langue berbère a des pratiques qui sont différentes selon les lieux en fonction de conditions socio-historiques. Quand vous allez à Bled Chaouia, vous montez le plus haut d'une montagne, il est possible qu'on ne vous parle qu'en chaoui, et c'est très rare, mais on va mélanger l'arabe et le chaoui. En revanche, pour des raisons historiques également, il est rare que dans les montagnes kabyles, on vous parle en arabe, tandis que vous descendez à Tizi Ouzou, pardon, ça vient. Oui, ça vient avec l'arabisation. Voilà. Et donc les langues, c'est vivant, etc. Être militant pour une cause culturelle, oui.
Mais on ne peut pas, à partir de là, faire des injonctions aux artistes. Ils chantent comme ils veulent. Si j'ai parfaitement écouté, alors soit vous ne m'avez pas compris, soit... Je n'ai pas reproché à Mme Aïchi quoi que ce soit. J'ai dit à l'île libre, j'ai reproché aux intellectuels comme vous et les autres qui nous classent dans le monde arabe. C'est tout. Merci. Oui, non, ben, on ne va pas relancer le débat. Mais à mon avis, il faut prendre le bon côté des choses. Houria Aïchi, qui n'est pas berbérophone à l'origine, chante quand même en berbère. Je veux dire, c'est cet aspect-là qu'il faut peut-être voir. On va s'en tenir là. Tu conclus, Houria? Elle va nous conclure par un chant. Non, je ne vais pas conclure par un chant, bien sûr. Et Marc, non, je voudrais remercier l'ACB de nous avoir accueillis aujourd'hui pour parler de ce livre que nous avons eu beaucoup de plaisir, Nourdine et moi, à faire. On a vécu pendant quelques mois une période amicale, qu'est-ce que je peux dire d'autre, complice, où on a bien mangé, on a bien bu, enfin, quelque chose de très convivial. De très convivial, et ça a été un grand bonheur. Et je dois dire que on a eu, par une chance extraordinaire, on est tombé sur un éditeur qui a aimé notre travail, qui a aimé notre dialogue, qui a aimé les photos que nous lui avons remises et qui a fait un très beau travail, qui a fait un très beau livre. Et nous sommes très très heureux de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Nous le présentons bientôt au Salon du Livre au stand algérien. Et vive la liberté des artistes.